Donc, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir un examen blanc pour bien préparer au régional. Ça y est. Alors, on commence. Je m'excuse. Alors, on ouvre avec, avec Microsoft Edge. Ça y est. On fait plus. Alors, la figure 1 représente une personne, c'est conduisant une voiture et une autre personne P debout à côté de la route. Remplir les cases vides dans le tableau ci-dessous par mouvement au repos. Et alors, la personne C par rapport à la personne P, donc C par rapport à P et en mouvement. Ça y est, en mouvement. La personne P par rapport à la personne C, aussi en mouvement. La voiture par rapport à la personne C au repos. Et enfin, la voiture par rapport à la personne P en mouvement. Ça y est. Alors, on dit que un objet est en mouvement ou bien en repos par rapport à l'autre objet, c'est la distance change. Donc, en mouvement, c'est la distance change. Au repos, c'est la distance ne change pas. Donc, si on voit ou bien on observe la personne C par rapport à la personne P, la distance change. Lorsque la voiture est en mouvement par rapport à la Terre, bien sûr, alors la distance entre P et C change. Donc, la personne C par rapport à la personne P est en mouvement. La personne P par rapport à la personne C, oui, en mouvement. Parce que la distance entre les deux change. La personne C est assez dans sa voiture, donc il est au repos par rapport à sa voiture. La voiture par rapport à la personne P est en mouvement parce que la distance change entre la personne et la voiture. Ça y est, mettre une croix devant la formule qui représente l'expression de la vitesse moyenne. Donc la vitesse, c'est la distance sur le temps. Ça y est. Choisir la bonne réponse en mettant une croix dans la case convenable. Justifie. La masse d'un astronaute à la surface de la Terre et m est égal 80 kg. En se déplaçant à la surface de la Lune, sa masse devient 90 kg, 60 kg, 80 kg. Donc la masse ne change pas, donc la masse toujours reste constante. La justification, la masse reste constante, il ne dépend pas de, il ne dépend, il ne dépend pas du lieu. Donc, il ne dépend pas de lieu. Ça y est, donc, j'ai 80 kg. Je voyage à une autre ville, je reste 80 kg. Si j'allais au Mars ou bien la Lune, toujours la masse ne change pas. Mais ce qu'il change, c'est euh, la force de, de gravité, le poids. Ça y est. Alors, la figure 2 représente un corps sphérique solide et homogène, S. Vous voyez, de masse M, 20 grammes, suspendu à un support par un fil. G est égal à 10 newtons par kilogramme. Faire le bilan des forces appliquées sur le corps S. Alors, force de contact, c'est la force exercée par
Donc, exercé par quoi? Donc, c'est par le fil. Ça y est, par le fil sur le corps S. Corps S. Ça y est, donc c'est le corps S. Alors, toujours on commence par, lorsqu'on veut faire le bilan, il faut déterminer le système étudié. Le système étudié ici, c'est thème étudié, c'est le corps S. Corps S. Entre deux accolades. Ça y est. Système étudié, le corps S. Force de contact, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. Et la force à distance, c'est la force exercée par la Terre. Ça y est. Sur le corps S. Ou bien on dit le poids du corps S. Donnez les caractéristiques du poids du corps S. Ça y est. Le point d'application, c'est le centre de gravité G. Le centre de gravité G. La droite d'action, ou bien la direction, c'est la droite AG, si vous voulez, ou bien la droite, donc la droite AG, ou bien la droite verticale, et verticale, passante par G. Par G. La droite verticale passante par G. Le sens, donc, du poids, c'est de G vers le bas. L'intensité, on le calcule par la relation, donc poids est égal à la masse fois G, fois l'intensité de pesanteur. Donc la masse c'est 20 grammes, il faut la convertir en kilogrammes, c'est 0,02 kg fois 10. Oui, fois 10 newtons par kilogramme. On simplifie par le kilogramme, il reste le newton. Donc c'est 0,2 newton. Énoncer les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc un corps solide soumis à deux forces, lorsque les deux forces ont, donc en quoi? Donc la même intensité, même direction, ou bien droite d'action, et deux sens opposés. Vous voyez, deux sens opposés. Donc, si vous voulez écrire comme ça, F1 plus F2 est égal à vecteur nul, ou bien F1 est égal à moins F2, vecteur, et l'intensité F1 est égal à F2, même intensité, et deux sens opposés. Alors, en appliquant ces conditions, déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Représenter cette force sur la figure 2 en utilisant l'échelle 1 cm, 1 newton. Donc, d'après les conditions d'équilibre, alors, F est égal, l'intensité de F, C est égal le poids, est égal à 0,2 newton. Alors on peut, donc, on prend l'échelle 1 cm 0,1 newton, ça y est. Donc pour 0,2 newton, c'est représenté par
2 cm. Donc on utilise la règle de 3. 0,2 newton pour 1 cm sur 0,1 donc est égal à 2 cm. Donc on peut représenter la force F exercée par le fil sur le corps S par un vecteur de A. Donc on va faire les caractéristiques de cette force. Donc le point d'application c'est le point A. Donc le point de contact entre le fil et le corps S. La droite d'action c'est la droite. Donc la droite passante, donc la droite verticale, passante par A, ou bien la droite H, c'est droite H. Le sens de A vers le haut, L'intensité, donc on a dit F est égal à P est égal à 0,2 newton. Ça y est, donc on prend ici par la règle 2 cm, 1, 2, donc il faut tracer par la règle, donc, comme ça. Donc ici c'est la force F, la force exercée par le fil sur le corps S. Ça y est. On coupe le fil, le corps S tombe à l'aide d'un dispositif informatique convenable. On obtient le graphique qui représente la variation de la vitesse V en fonction du temps T. Déterminer la nature du mouvement du corps S pendant sa chute. Alors, on a ici, ce graphique, c'est la vitesse en fonction du temps. On observe que la vitesse augmente durant le temps. Alors, donc lorsqu'on coupe donc, le fil, le corps S en chute libre, c'est-à-dire il tombe vers la Terre avec une vitesse qui varie au cours du temps. Elle augmente. Alors, lorsque la vitesse augmente par rapport, donc même distance, on a ici 0,5 donc même le temps, donc on observe que la vitesse augmente. Donc c'est la nature de ce mouvement est rectiligne, donc accéléré. Rectiligne, accéléré. Rectiligne, pourquoi rectiligne? Car la trajectoire se forme d'une ligne droite. Ça y est, ligne droite. Accéléré, car la vitesse augmente. La vitesse augmente pendant le temps, durant le temps. Ça y est. Alors, donc c'est la nature de ce mouvement est rectiligne accéléré. Donc si on a par exemple la vitesse comme ça, c'est rectiligne uniforme. Si la vitesse comme ça, c'est rectiligne retardé. Ça y est. Donc ici accéléré, uniforme, retardé. Et uniforme, il faut une droite horizontale. Alors, relié par une flèche chaque grandeur physique. La tension électrique et son unité, oui. Donc la tension, c'est le volt. La puissance électrique, c'est le watt. La résistance électrique, c'est l'ohm, oméga. Mettre une croix devant la bonne réponse. Pour un conducteur ohmique, on exprime la loi d'Ohm par la relation donc U est égal à R fois U.
Pour déterminer la valeur de la résistance, on applique la relation R est égal à I au carré sur P, R est égal à P sur I au carré, R est égal à P fois I au carré. On sait que P est égal à R fois I au carré, alors R est égal à P sur I au carré. Donc la deuxième. La puissance électrique reçue par un appareil de chauffage est donnée par la relation. Donc P est égal à I fois U. Ça y est, c'est U fois I. Donc c'est I, si vous voulez, la tension efficace fois l'intensité efficace. Donc un appareil de chauffage. Alors, une installation domestique possède les appareils suivants. Un four électrique porte les indications 220 volts, 2 kW. Et un téléviseur 220 volts, 1,5 ampères. Donnez la signification physique des indications 220 volts et 1,5 ampères. Donc 220 volts, c'est tension, volt, tension électrique nominale. Intensité électrique nominale. Ça y est. Calcule la puissance P reçue par le téléviseur. Donc P est égal à U fois I. Alors un téléviseur 220 volts fois 1,5 ampères. Ça y est égal. Donc 220 volts fois 1,5. Calculatrice n'est pas là. Donc, ok. Donc 220 fois 1,5 égale 330 watts. Oui. Calcule la valeur efficace de l'intensité du courant électrique traversant le four électrique. Alors, un four électrique, donc voilà, un four électrique porte 220 watts et 2 kW. Alors, la puissance, un four électrique, c'est un appareil de chauffage. Donc, on applique la tension efficace fois l'intensité efficace. Alors, l'intensité efficace, c'est la puissance sur la tension efficace. La puissance 2 kW, c'est 2000 watts. Il faut convertir en watts. Et la tension 220 volts. Donc, application numérique, 2000 divisé par 220, on a déjà fait, c'est 9,09 ampères. Ça y est. Donc, il faut écrire des phrases. Moi, je fais ces vidéos très vite pour limiter la durée des vidéos. Ça y est, de la vidéo. Alors, calculer la valeur R de la résistance du four. Donc, on sait que la puissance est égale à R fois l'intensité au carré. R, c'est la puissance sur l'intensité au carré. Application numérique, donc toujours E. Donc application numérique, c'est combien? C'est 2000 watts divisé par 909 au carré. Donc on applique 2000 divisé par 9,09 au carré. Ça y est. C'est 24 est égal à 24, 20 est égal à 24,20. 24,20 ohms. Ça y est, ohms. Alors, oui, sachant que Pmax 4400 watts, est-ce qu'on peut faire fonctionner tous les appareils précédents en même temps avec un radiateur électrique qui porte les indications de 120 volts
et 1,5 kW. Alors, il faut déterminer la puissance totale dans la maison. Ça y est. Alors, la puissance totale pour les trois appareils. Donc, un four électrique P1 plus P2 plus P3. Ça y est. Donc, c'est 2000 plus combien? Donc, 2000 watts plus 300 watts plus 1500 watts. Ça y est. Donc, 1,5 kW, c'est 1500 watts. Donc, 3800 watts. 3800 watts. Alors, on peut faire fonctionner car Pmax est supérieur à P total. Ça y est, Pmax supérieur à P total. Donc, est-ce qu'on peut faire fonctionner tous les appareils pistons en même temps avec un radiateur qui porte les indications? Oui, oui, on peut faire fonctionner. Faire fonctionner tous les appareils. Tous les appareils en même temps. En même temps. Car la puissance maximale qu'on donne à la maison, par exemple, est supérieure à la puissance totale ou bien consommée par les appareils. Oui, ou bien reçue par les appareils. Alors, exercice numéro 3. Lors d'une journée ensoleillée, Mr. Saïd a voyagé avec son fils sur un chemin au milieu de la forêt. Pendant que la voiture roulait à une vitesse constante dans une zone où il n'est pas permis de dépasser la vitesse maximale V max est égal à 60 km par heure, le père aperçoit un camion en panne au milieu de la route, à une distance D est égale à 85 mètres. 85 mètres. Après avoir vu le danger, le conducteur n'a pas freiné qu'après la durée TR est égale à 1 seconde. Donnez la distance d'arrêt de la voiture. Oui, les données. DA est égal à 90 mètres. La distance de freinage DF est égale à 65 mètres. La voiture heurtera-t-elle le camion ou non? Justifie ta réponse. Alors, la distance d'arrêt, c'est 90 mètres. Elle heurte. Alors, la distance d'arrêt est supérieure à D. Donc, la voiture heurtera le camion. Donc, l'accident arrive. Pourquoi? Parce que la distance d'arrêt de la voiture est supérieure à la distance que le père aperçoit. Donc, que le père vu le danger. Alors, calcule la distance de réaction, DR. Donc, on a DA est égal à la distance de freinage plus la distance de réaction. La distance de réaction est égale à la distance d'arrêt moins la distance de freinage. Ça y est, c'est 90 mètres moins 65 mètres. Alors, c'est 90 mètres moins 65 mètres. C'est 25 mètres. Alors, la distance de réaction, c'est 25 mètres. Calculons la vitesse de la voiture de M. Saïd, déduire la cause principale de l'accident, justifier la réponse. Alors, il faut calculer la vitesse. Alors, la vitesse de M. Saïd,
on peut le déterminer par la relation suivante. Donc la vitesse, c'est la distance de réaction sur le temps de réaction. Vous voyez? Donc, pendant cette distance, la voiture roule à la vitesse moyenne, ou bien la vitesse de la voiture. Donc la distance de réaction, c'est 25 mètres. Sur le temps de réaction, c'est 1 seconde. Ça y est, 1 seconde. Donc c'est 25 mètres par seconde. Donc pour convertir en kilomètres par heure, c'est combien? Donc 25 fois 3,6. Il faut multiplier 3,6. Donc c'est 90 km par heure. Donc est-ce qu'il respecte la vitesse maximale? Non. Donc, en calculant la vitesse de la voiture de Mr. Saïd, déduit la cause principale. La cause principale de l'accident, c'est la vitesse. Donc, il ne respecte pas la vitesse maximale. La cause principale de l'accident est que Mr. Saïd ne respecte pas la vitesse limitée, la vitesse maximale limitée. Et donc 90 km par heure est supérieur à 60 km par heure. Merci de votre attention et bonne chance pour l'examen régional.